Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler Game Changer Wrestling. On va faire la review du coup du dernier show de GCW. C'était le show No Signal in the Hills. Ça s'est déroulé à Los Angeles, donc le 7 août, enfin dans la nuit du 7 au 8 août. Personnellement, par rapport au show, c'est un show qui m'a hypé bien, très honnêtement, ce No Signal in the Hills. Bon, GCW, avec ce qui s'est passé à Homecoming, ça va pas être la fête qui va m'hyper le plus, mais franchement là, je trouve qu'il y avait pas mal de matchs sur la carte qui pouvait deliver, et Jay Gray contre Lee Moriarty, évidemment, qui était le match qui m'a hypé le plus du show, Starboy Charlie contre Chris Dickinson, même le tag Atticus Cougar et Ricky Shane Page contre Joey Janela et Marco Stunt, ou un Nick Gage Dark Shake en main event. Voilà, ça c'était les matchs qui m'a hypé bien, personnellement. Bon, après, il y avait un Ninja Mac Leon sur la carte, et là c'était un peu plus compliqué niveau hype. Et bon, voilà, on va voir que le match n'a pas été de la plus grande qualité non plus. Du coup, voilà, par rapport à ma hype, hein, pour ce show GC. On va commencer du coup la review du show en lui-même. Du coup, l'opener de No Signal in the Hills, c'était AJ Gray contre Lee Moriarty. Donc, comme je l'ai dit, le match qui m'a hypé le plus du show. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire d'AJ Gray, assez logique. Voilà, AJ Gray est plus régulier, Lee Moriarty les pas, hein, finalement chez Game Changer. Le match est très bon, franchement, pour ouvrir le show, je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, 10 minutes avec de la très bonne technique, hein. Évidemment, on a Lee Moriarty, je trouve qu'AJ Gray s'est également bien débrouillé en termes de technique. Il attaquait un peu le bras de Lee Moriarty, plus Moriarty était un peu plus focus sur la jambe d'AJ Gray, où il va y avoir quelques retours, par exemple un gros dropkick dans la jambe d'AJ Gray pendant qu'il courait dans les cordes. J'ai trouvé ça plutôt cool. Moriarty était très intelligent finalement dans son work. Tu vois que c'est vraiment un catcheur technique par excellence, contrairement à AJ Gray, même si AJ Gray a réussi à bien se débrouiller. AJ Gray, pour remporter le match, va faire 2 fois son finish, donc ça l'ariate. Moi personnellement, j'ai trouvé ça bien qu'il utilise 2 fois son finish. Ça décrédibilise moins les Moriarty, même si bon, il aurait pas été décrédibilisé non plus, hein. Mais je veux dire, ça montre que finalement, il en faut beaucoup pour battre Moriarty. D'ailleurs, Gray tente pas le tomber après son premier finish, il passe directement sur le deuxième finish. Moi, je trouve ça bien personnellement. Comme ça, t'as pas non plus de kick-out de finish. Enfin, ça a été bien géré. J'ai trouvé cette séquence de finish. Mais en tout cas, voilà, très bon match technique, vraiment très bien pour ouvrir un show. Ça dure que 10 minutes en plus, donc c'est vraiment la bonne durée. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Bon, j'aurais aimé voir ce match un peu plus haut dans la carte, mais vraiment pour ouvrir le show, là, c'était vraiment super, et j'ai mis 3,5 personnellement. Je pense que c'est mon deuxième match préféré du show. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match, c'était ASF qui affrontait Jimmy Lloyd. Alors ASF contre Jimmy Lloyd, personnellement, c'était pas le match qui m'a hypé le plus. Bon, ça restait correct, on va pas se mentir. Il y a eu des trucs qui étaient moins fous. J'ai mis 2,5 parce que finalement, le match commence bien, j'ai trouvé. Enfin, tu joues bien sur la différence de gabarit entre Jimmy Lloyd et ASF, où t'as Lloyd qui a plus de domination. ASF, il veut porter par exemple une German sur Jimmy Lloyd, il y arrive pas. Jimmy Lloyd arrive à contrer facilement. Derrière, t'as ASF qui fait un Poison Rana pour le spot qui était pas dégueu, hein, le Poison Rana de ASF. Bon voilà, c'est vraiment ASF, tu sens qu'il est un peu trop spotty peut-être, et avec Jimmy Lloyd peut-être c'est un peu plus compliqué, parce que Jimmy Lloyd, quand il arrive à avoir un adversaire qui est pas très spotty, il arrive à se débrouiller. Franchement, je me rappelle de ce match contre Ali Catch, je crois que c'était à Outlaw Mud Show, où j'avais trouvé ça super. Mais bon, là contre un gars comme ASF, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Tu vas avoir un tombstone sur l'apron qui va servir à rien. T'as pas mal de gros spots comme ça dans le match qui servent à rien. Du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est ça qui a fait descendre ma note, parce que c'est vraiment too much finalement, et surtout pour sa place dans la carte, je trouve ça vraiment plus compliqué. Le match en avait pas besoin. Le match avait pas besoin d'avoir ce genre de choses, très honnêtement, d'avoir ce genre de gros spots comme le tombstone sur l'apron dont j'ai parlé de la part de Jimmy Lloyd. Après voilà, c'était pas dégueu non plus. Niveau dégueu, on en parlera avec Dante Leon contre Ninja Mac, très honnêtement, mais j'ai mis 2,5. Voilà, c'est pas à rattraper, et victoire logique, hein, de Jimmy Lloyd. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Du coup, le troisième match du show, là aussi, qui m'a hypé bien, Chris Dickinson affrontait Starboy Charlie. Le match a duré 11 minutes environ. Alors franchement, le match était très très bon. Moi personnellement, j'ai mis 3,5, c'était très très cool à voir. C'est Starboy Charlie qui a étonnamment remporté le match. J'étais très surpris par le résultat, mais j'étais super content. J'étais super content de la victoire du jeune Starboy Charlie qui a 17 ans, qui est une pépite, et il bat Chris Dickinson qui est vraiment finalement un vétéran, quelqu'un qui est vraiment booké de manière très costaud, on va dire, Chris Dickinson. Et en plus, il bat Chris Dickinson par soumission. Du coup, la fin, vraiment, je m'y attendais pas du tout. J'étais super content. Starboy Charlie a bien joué son rôle d'underdog. Chris Dickinson le met super bien over. Il est bien strong dans ce qu'il fait, Chris Dickinson, comme d'habitude, des gros chops, tout ça. Mais voilà, il joue bien son rôle, Chris Dickinson, et j'ai trouvé ça hyper surprenant qu'il se couche pour Starboy Charlie. Mais j'ai aussi trouvé ça
vraiment super parce que Starboy Charlie, voilà, c'est quelqu'un qui mérite clairement d'avoir une grosse victoire comme ça. Là, il est lancé maintenant, Starboy Charlie, je pense, il est lancé, il va monter progressivement dans la carte finalement, et il mérite tellement parce que Starboy Charlie, je le trouve vraiment excellent pour son âge. Franchement, c'est une petite pépite, Starboy Charlie. On en avait parlé par rapport à son match contre Jonathan Gresham notamment, j'en avais parlé par rapport à son match contre Leo Rush également, et même si celui contre Chris Dickinson n'était pas du même niveau, bah là t'as Starboy Charlie qui arrive à battre quelqu'un avec l'aura de Chris Dickinson, donc c'est quand même assez fou je trouve. Mais voilà, le match est très bon en plus de ça, j'ai mis 3,5 personnellement. Finish surprenant mais très très cool en tout cas. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était du coup le match qui me hypait pas spécialement, je vais pas vous mentir. C'était Dante Leon contre Ninja Mac. Alors, Dante Leon a battu le fléau Ninja Mac, dont je rigole évidemment que Ninja Mac a gagné. Bon, c'est Ninja Mac, évidemment, le push arrive pour Ninja Mac, un peu plus de 15 minutes. Donc, 15 minutes de Ninja Mac, vous imaginez le carnage, j'ai mis 0,75. En plus, t'as Dante Leon en face, qui est quand même pas le moins spotty du game, hein, Dante Leon. Donc voilà, ça part dans tous les sens, ça fait dance spring, ça n'a aucun sens. Vraiment, le match a aucun sens. Il y a des contres, franchement, genre Ninja Mac veut faire je sais pas combien de flips du haut de la troisième corde, t'as Dante Leon qui le contre en powerbomb. C'est censé faire oh my god, mais qu'est-ce que c'est de la merde. Mais le match est nul, franchement, le match est nul, c'est un match de Ninja Mac. Et j'ai eu le malheur d'essayer de me concentrer dedans. Par exemple, le Joey Janela Ninja Mac, j'avais pas spécialement essayé de me concentrer dedans, j'avais fini par mettre 2 quoi. Mais là, quand t'essayes de rentrer dans un match de Ninja Mac, c'est pas possible parce que le match c'est un fléau, c'est même pas un catcheur à mes yeux Ninja Mac. Donc déjà là ça part mal. Dante Leon, bon voilà, je me doute bien qu'il va suivre un peu Ninja Mac dans ses conneries. Hein, Dante Leon, même si Dante Leon il peut faire des bons trucs. Hein, Dante Leon, je sais que c'est quand même un bon worker. Il peut faire des bons trucs Dante Leon, mais quand il a Ninja Mac en face de lui, c'est pas possible de faire un bon truc très honnêtement. Et puis bon, évidemment, il y a un moment dans le match où ça part complètement en couille, où finalement ça enchaîne des contres qui servent à rien, des prises du haut de la troisième corde, des flips qui servent à rien. Enfin voilà, c'est le match de Ninja Mac par excellence, ce n'est pas à voir, c'est un match fléau, on va dire, on va l'appeler comme ça. J'ai l'habitude de l'appeler le fléau Ninja Mac, donc on va rester dans le thème. Du coup, voilà pour ce match. Ah oui, d'ailleurs, t'as Ninja Mac pendant le match qui a tenté un rear naked choke aussi, ça m'a surpris parce que bon, Ninja Mac, quand on connaît son style, on s'attend pas à ce qu'il tente des rear naked choke, hein, voilà, c'est comme quand il avait battu Jack Cartwheel par soumission lors du show en partenariat avec la Loco Wrestling, j'avais vu flou parce que c'est Ninja Mac faire des soumissions, bon voilà, mais voilà, ça m'a fait sourire en tout cas. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au seul match de titre qu'on avait pour le show, qui était placé en milieu de carte. Ça m'a pas énormément dérangé non plus vu que c'était le titre GCW Tag. On avait Mance Warner et Matthew Justice qui défendaient les titres contre Bussy, donc Ali Catch et Effie. Bon, le match me disait bien personnellement, enfin c'était la deuxième défense de titre de Warner et Justice. Le match durait 19 minutes, conservation des titres plutôt logique. J'ai trouvé que le match était bon personnellement. Bon, c'était bien trop long évidemment, 19 minutes pour ça, je vois pas l'intérêt personnellement. Matthew Justice et Mance Warner, je trouve qu'ils font une bonne performance très honnêtement. Franchement, je trouve qu'ils donnent beaucoup pour un match filler finalement, et ça a ajouté de l'intensité au match, ça a ajouté de l'intérêt finalement au match, ça a ajouté de l'intérêt à la défense de titre qui était plus partie pour être une défense filler. Au début finalement, t'avais quand même pas mal de petits spots qui étaient plutôt intéressants. T'as Effie que j'ai trouvé plutôt cringe dans le match très honnêtement, où c'était un peu plus compliqué avec Effie, et je trouve qu'il a un peu baissé le niveau du match, même s'il a un bon teamwork avec Ali Catch. Je trouve que Bussy c'est une équipe qui marche bien personnellement. Voilà, je trouve ça bien de leur avoir donné une chance au GCW Tag. Après voilà, il y avait rien d'incroyable très honnêtement, et c'était trop long pour ce que c'était. J'aurais pu mettre 3,5 sur un format 10 minutes un peu plus compact, un peu plus rapproché finalement. J'aurais pu mettre 3,5 je pense. Là je reste à 3,25. Après bon voilà, il y a rien d'horrible dans le match très honnêtement. Voilà, moi personnellement j'ai su bien aimer le match. Voilà, j'ai su bien aimer le match malgré sa longueur, même si bon j'étais un peu saoulé sur les dernières minutes, et ça se comprend. Je pense que quand tu tapes 19 minutes en plein milieu de carte pour rien, pour une défense plutôt filler, c'est un peu saoulant. Mais bon voilà, ça restait plutôt correct, et du coup victoire logique de Mance Warner et de Matthew Justice. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au sixième match du show. Le sixième match du show, c'était le Scramble match de ce show No Signal in the Hills. Dans le Scramble, on avait Midas Creed, Nick Wayne qui faisait d'ailleurs ses débuts à la Game Changer Wrestling. On avait Lil Cholo. On avait également Jack Cartwheel. On avait Ellie Everfly et Grim Reaper. Donc Grim Reaper qui est un vétéran, qui a fait de la CZ, que j'ai vu passer cette année notamment à la FXS. Enfin voilà, Grim Reaper, et même il avait affronté Too Cold Scorpio récemment à la Game Changer dans un match que j'avais trouvé un peu compliqué. Mais voilà, là le Scramble était bon. Voilà. En fait, c'est bon pour un Scramble.
j'ai mis de 25, hein. C'est pour vous dire le niveau des scrambles actuellement. Voilà, parce que enfin c'est quand même bien au-dessus par exemple du scramble qu'on avait eu au Tournament of Survival de cette année que j'avais trouvé absolument atroce. Bon voilà, après ça reste pas fou, on va pas se mentir, voilà, c'est bon pour un scramble mais en tout et pour tout, c'est vraiment pas fou. T'as des spots qui servent un peu à rien évidemment avec Jack Cartwheel, il va faire des flips, tu sais pas pourquoi. Lil Cholo dans son match, voilà, j'aime bien le rôle qu'il joue finalement avec son gabarit et tout. Enfin qui commence direct le match en attaquant, je crois que c'est Jack Cartwheel qui l'attaque ou Nick Wayne, je sais plus. Enfin, moi j'ai plutôt bien aimé ça. Après, bon voilà, après c'est plutôt vide. T'as des bons échanges entre Grim Reaper et Illy Everfly, je crois, où t'as par exemple une Russian Leg Sweep du haut de la troisième de la part de Grim Reaper. Grim Reaper qui allume sa clope un moment sur la troisième corde et qui saute depuis la troisième corde sur tout le monde. J'ai trouvé que le spot était plutôt fun, mais à part ça, bon, le match est plutôt vide, très honnêtement. Voilà, c'est un scramble plutôt basique. Voilà, même si, c'est bon pour un scramble sale pire. Ma note est vraiment pas folle, hein. J'ai mis de 25. C'est le deuxième moins bon match du show. Mais pour un scramble, je m'attendais à pire, très honnêtement, surtout un scramble où t'as par exemple Jack Cartwheel et Lee Everfly, on sait qu'il peut partir sur ça. Nick Wayne, que je connaissais pas, donc que j'appréhendais un petit peu, très honnêtement, par rapport au spot, tout ça. Mettre un nouveau dans un scramble, j'ai toujours un peu de doute. Mais finalement, voilà, c'est surtout Jack Cartwheel qui a descendu la qualité du match. Après, le reste, ça allait plutôt, j'ai trouvé. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Grim Reaper, hein, faut le dire. J'étais d'ailleurs plutôt content que Grim Reaper remporte le match. J'avais peur qu'il donne la victoire à un Jack Cartwheel, enfin voilà. Mais voilà, Grim Reaper, de toute façon, c'est une valeur sûre et je trouve ça plutôt normal de lui donner cette win. Du coup, voilà pour le scramble de ce show qui a donc duré 12 minutes. On va passer maintenant au prochain match. Le prochain match, c'est Treehouse Lee qui affrontait Jordan Oliver. Alors là, personnellement, le match, je l'attendais un petit peu quand même parce que j'aime beaucoup Jordan Oliver, comme vous savez. Je suis un peu moins fan de Treehouse Lee. Je l'ai moins vu aussi, ça faut le dire, mais j'aime beaucoup Jordan Oliver. Et finalement, j'étais un peu déçu par le match parce que je l'ai vraiment trouvé pas fou. Et c'est probablement le moins bon match de Jordan Oliver depuis plutôt longtemps, je trouve. Je suis vraiment pas fan du match. J'ai eu l'impression, très honnêtement, en regardant le match, qu'il y avait rien de spécialement très intéressant à comprendre finalement en regardant le match. Treehouse Lee attaque directement Jordan Oliver en faisant un topé pendant que Jordan Oliver fait son entrée, qu'il est encore à l'extérieur du ring. Bon, ça j'ai trouvé ça cool, ça met de l'intensité directement dans le match. Treehouse Lee a une bonne domination au début du match. C'est un bon heel, Jordan Oliver il gère bien, il a un plutôt bon selling, mais sur la seconde partie du match ça va être plutôt compliqué, je trouve, en termes de selling notamment. Je trouve qu'il manque un peu de selling. Les deux, hein, que ce soit Oliver ou Treehouse Lee, je trouve qu'ils perdent vraiment du rythme. Le rythme qu'ils avaient vraiment commencé peut-être un peu trop finalement avec l'attaque de Treehouse Lee sur Jordan Oliver dès le début du match, où tu sens que tu mets de l'intensité directement, tu mets du rythme, et finalement après ça s'est perdu finalement, ça s'est moins vu dans le reste du match, du coup c'était un peu plus compliqué. La victoire de Jordan Oliver, personnellement je l'ai trouvé plutôt logique, voilà, c'est un peu moins de 10 minutes. Treehouse Lee c'est pas l'adversaire qui est censé lui causer le plus de problèmes à Jordan Oliver qui quand même pas le dernier des pushés, hein, on va pas se mentir, à la Game Changer, même si bon il est pas non plus main eventer non plus, mais il y a un petit projet derrière Jordan Oliver, j'ai l'impression, et c'est normal qu'il batte Treehouse Lee finalement pas en 20 minutes quoi. Alors du coup pour ma part j'ai mis de 75, voilà, c'était pas spécialement fou, notamment sur la seconde partie du match, mais il y a eu un bon début, il y a eu des choses qui auraient pu être faites, mais finalement voilà, rien de spécialement intéressant finalement à relever dans ce match, donc remporté logiquement par Jordan Oliver. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show Game Changer Wrestling National in the Hills 2021. Le pré-main event, c'était un match tag avec Joey Janela et Mark Austin qui affrontaient 440, Atticus Cogar et Ricky Shane Page. Victoire de Cogar et de Ricky Shane Page en environ 21 minutes. Alors le match était très très bon. Personnellement, c'est mon match préféré du show. Je lui ai mis 3,75. Ricky Shane Page et Atticus Cogar, je trouve que c'est deux super heels, hein, comme vous le savez. Vous savez mon avis de toute façon sur 440 en général. Contre Janela et Mark Austin, qui sont deux vraiment super babyface, surtout quand ils sont mis contre des Cogar ou des Ricky Shane Page. T'as en plus une feud actuellement entre Joey Janela et Atticus Cogar qui renforce encore un peu plus le truc. Enfin voilà, qui renforce encore plus l'envie finalement de se mettre derrière les babyface. Contre des heels aussi bons que Cogar et Ricky Shane Page, c'est encore plus facile. Donc bah voilà, déjà t'as l'investissement dans le match qui est déjà gagné d'avance finalement. T'as quand même quelques spots qui sont pas mal. Enfin Janela et Stunt, ils vont faire un double topé à un moment. Enfin c'est plutôt cool je trouve. Ils ont des bons retours. Quand Janela et Stunt dominent, c'est toujours plutôt cool à voir. T'as un moment, t'as Janela qui s'amuse avec Ricky Shane Page, il lui fout un low blow, du coup t'as Ricky Shane Page qui scelle fort, Ricky Shane Page il revient, et après t'as Janela qui réussit à mettre Ricky Shane Page sur la troisième corde et qui s'amuse à faire monter et descendre la troisième corde pour faire mal à Ricky Shane Page après le low blow. Enfin c'est un joli dick work, hein, de la part de Joey Janela. Voilà, j'ai trouvé le spot plutôt fun personnellement. Voilà, évidemment Ricky Shane Page et Cogar allaient revenir un moment dans le match.
Et le finish, je l'ai trouvé plutôt cool d'ailleurs. En même temps, t'as Kogar qui fait son finish sur Joey Janela, le finish d'Atticus Kogar, qui est, vous savez, une espèce de facebuster, enfin un headlock driver, ça s'appelle comme ça, et où il le claque sur la tête. Et en même temps, tu as Ricky Shane Page qui fait son choke breaker sur Marco Stunt. Bon, un choke breaker de Ricky Shane Page sur Marco Stunt, je suis d'accord que l'image est un petit peu violente, mais voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement, ça met de la bonne 8 derrière 440. Donc voilà, personnellement j'ai trouvé le match très bon. Évidemment la feud va continuer, je pense, tout du moins la feud Kogar Janela. De toute façon, on sait qu'on va avoir la 440 va être un peu plus concentrée par rapport à MDK. On va avoir le War Games entre 440H et MDK. Là, ce sera du côté de The Art of War. Je sais plus la date exacte. C'est le 4 septembre, le fameux War Games. Mais par contre, tu n'auras ni Janela ni Marco Stunt dans le War Games. Du coup, la feud Kogar Janela, je pense qu'elle va être un peu suspendue ce temps-là. Pour rappel, les mecs qui feront partie du MDK pendant le War Games, AJ Gray, Alex Colon, Effie, Mance Warner, Matthew Justice et Nick Gage. Contre 440H, là aussi c'est un match qui m'hype bien. Eric Shane Page et Kogar prennent du momentum en attendant ce War Games de toute façon. Donc voilà, tout a été fait plutôt logiquement finalement dans ce pré-main event, donc remporté par RSP et Kogar. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show. Le main event, c'était Nick Gage qui affrontait Dark Shake dans un death match. Du coup, personnellement, le match me hypait bien. J'aime bien Dark Shake. Très honnêtement, je l'avais vu dans un très bon match contre Effie. Enfin, j'avais trouvé que le match était vraiment très bien. C'était contre Effie, je sais plus quand c'était exactement. Il y a moyen que c'était lors de Aegis ou Aegis, je sais plus. Et du coup là ouais, contre Nick Gage, personnellement, voilà, moi j'étais bien. Et puis je viens de vérifier, le Effie Darkshake en question, c'était lors de Draft Day. Et Nick Gage a évidemment battu un Darkshake en 22 minutes. Le match était un petit peu trop long, j'ai trouvé, personnellement déjà. 22 minutes, bon oui, on veut faire le main event, le match le plus long du show, je peux comprendre. Mais voilà, il y a des limites. Enfin, Nick Gage contre Darkshake, je vois pas en quoi ça dure 22 minutes. Quand Nick Gage avait une défense par exemple de 10 minutes contre AJ Gray par exemple, même bien que la défense en question est super. Enfin voilà, j'ai pas trop compris par rapport au temps. Après bon voilà, c'est un deathmatch de Nick Gage devant une full Game Changer Wrestling, donc évidemment que ça va me plaire. Nick Gage il est super over avec la foule, c'est toujours un plaisir à voir. Il joue super bien avec la foule finalement quand il porte les light tubes devant la foule, quand il va faire les spots et tout. D'ailleurs les spots sont tous très bien préparés, j'ai trouvé de la part de Nick Gage. Darkshake va essayer d'avoir quelques retours, par exemple un drop kick sur des light tubes sur Nick Gage qui était à l'extérieur du ring. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin voilà, t'as des trucs comme ça finalement qui font que Darkshake arrive finalement à avoir quelques retours sur Nick Gage dans son environnement devant une full GC. Moi je trouve ça plutôt bien pour Darkshake. Après évidemment elle se fait dominer la plupart du match. Évidemment ça reste Nick Gage, donc voilà, Nick Gage c'est un peu le roi sur ce genre de match. Donc voilà, c'est ça qui m'a paru un peu trop par rapport au temps. Après avec un peu moins de temps, je pense que ma note aurait pu être un peu plus haute. Là personnellement j'ai mis 3,25 parce que voilà, ça restait plutôt correct, c'était plutôt un bon deathmatch j'ai trouvé. Sachant qu'à titre personnel j'aime beaucoup les deathmatchs de Nick Gage. Voilà, c'est Nick Gage, c'est un des rares catcheurs desquels j'aime beaucoup ces deathmatchs. Mais enfin voilà, là c'était un peu vide. Voilà, après Nick Gage contre Darkshake, il n'y a pas spécialement d'histoire à raconter. Nick Gage remporte le match logiquement, c'est son premier match depuis qu'il a perdu le titre GC contre Matt Cardona. Donc voilà, il récupère un peu entre guillemets de momentum. Voilà, après ça reste Darkshake, c'est pas non plus l'adversaire la plus prestigieuse au monde. Du coup, voilà pour ce match donc remporté par Nick Gage auquel j'ai mis 3,25. C'est ce qui conclut donc ce show Game Changer Wrestling nous signale Indie Hills 2021. Personnellement, le show dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt bon, je l'ai trouvé plutôt correct. Bon, évidemment, il a ses hauts et ses bas, comme vous l'aurez compris. Les bas du show, les bas fonds du show, c'est Dantelion Ninja Mac, voilà, ça me paraît logique. Le Scramble, le Jimmy Lloyd ASF, ça c'est pas à voir du tout, très honnêtement. Voilà, c'est les 3 matchs qu'il faut le plus passer. Le Jordan Oliver, Treehouse Lee, pareil. Bon là, heureusement, ça dure un peu moins de 10 minutes, mais voilà, pareil, c'est à passer. Mais les matchs que je vais conseiller personnellement de ce show, parce qu'il y en a à conseiller très clairement, je vais conseiller le AJ Gray Moriarty qui était placé en opener et qui était vraiment un très bon match technique. Je conseille le Starboy Charlie contre Chris Dickinson qui était vraiment très cool, j'ai trouvé. En plus, t'as la victoire de Starboy Charlie qui renforce encore un peu plus le truc. Et je conseille enfin le meilleur match du show, selon moi, le Atticus Kogar et Ricky Shane Page contre Joey Janela et Marco Stunt. C'est clairement pour moi le meilleur match du show. Ça donne du momentum à 440. Enfin voilà, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien fait, je trouve, ce match. Après, les 3 matchs que j'ai cités de toute façon sont très bien faits. Sinon, bon, le match de championnat tag, ça se regarde. Le Mance Warner et Matthew Justice contre Ali Catch et Effie, mais c'est à peu près tout. Enfin, faut surtout ne pas regarder le Ninja Mac d'Antolion, finalement. Mais du coup, voilà pour cette review donc de Game Changer Wrestling No Signal in the Hills 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochains
prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.